Alors, voilà. Donc ça, c'est photographie en plein jour, n'est-ce pas, une descendante. On voit pas le Donc, partage. si, J'ai rien dit. donc là, si c'est bien une ombre, c'est bien ce qu'on nous dit. Donc cette partie-là, la zone manquante, elle devrait être en sombre. On devrait voir une partie en clair-obscur, où on devrait distinguer quelque chose. Au pire, étant donné qu'elle est très loin, 400 000 km, on devrait voir une tache noire. Évidemment. Donc, celui qui dit que, étant donné qu'il n'y a rien, que la zone est exactement la même que tout le autour, c'est bien qu'il manque la matière. S'il y avait quelque chose, on aurait une ombre. Effectivement, peut-être, avec un éclairage qui vient par le haut, là, en haut à gauche. Donc là, on aurait effectivement une ombre, mais on devrait avoir une tache, une zone ombragée, une zone Qu'il ne soit pas bleu. moins lumineuse. D'accord? Bah oui, pourquoi on voit pas la lune comme ça après tout dans le ciel? C'est une question qui est pas forcément bête. Enfin, s'ils avaient été un enfant, ça n'aurait pas été bête. Il s'avère que Nofir est un adulte. Nofir a eu l'occasion de lire plein de bouquins et qu'il n'est pas logique qu'il n'ait pas compris ou qu'il ne cherche pas à démonter ce système, qu'il ne cherche pas à démonter pas cette hypothèse, ce fait, mais il reste en disant bah, on ne sait pas, hein, il devrait y avoir quelque chose, c'est pas normal, on ne le voit pas. Donc, eh ben, c'est pas compliqué, hein. On va reprendre la base. Voilà la Terre, voilà la Lune orbite autour de la Terre, le tout est baigné par la lumière du Soleil, hein, les rayons sont parallèles, on ne va pas revenir dessus. Et donc, quand un observateur est situé sur la face de la Terre qui fait face à la Lune, il est en mesure de voir la Lune euh, plus ou moins en fonction de la phase qui est éclairée par le Soleil, hein. Là, quand la Lune est ici, on est on est à la nouvelle Lune, puisque l'observateur, qui se situe en plein jour d'ailleurs, ne voit que la partie qui est dans l'ombre de la Lune. Quand la Lune est ici, c'est le premier quartier, parce qu'il ne voit qu'une toute petite partie de la Lune qui est éclairée. Quand la Lune est ici, c'est le demi-quartier, hein. Voilà. Là, elle est gibbeuse, et là, ici, quand elle est là, elle est pleine. Voilà. Bon, ça, c'est la base de la mécanique de Terre-Lune, hein. Voilà. La Terre fait 12 000 km de diamètre, elle est entourée d'une atmosphère qui fait environ 100 km d'épaisseur, et la Lune évolue à environ 380 000 km de la Terre. Donc elle est hors de l'atmosphère, elle est très loin en dehors de l'atmosphère, donc elle évolue dans le vide. Si le ciel est bleu, c'est parce que l'atmosphère diffuse le rayonnement du Soleil. Je ne vais pas vous faire un cours Wikipédia, vous irez voir n'importe où dans une bibliothèque, où vous voulez. Là, si le ciel est bleu, c'est parce qu'il diffuse le rayonnement solaire. Voilà. Donc l'atmosphère diffuse le bleu, donc ce qui fait que le ciel est bleu. Alors pourquoi on ne voit pas la Lune dans le ciel? Tout simplement parce que la Lune est en dehors de l'atmosphère et la Lune est devant le fond du ciel, hein. Le fond du ciel, c'est le vide de l'espace, c'est les étoiles, c'est les nébuleuses, les galaxies, les comètes, les planètes, enfin voilà, les astres, tous les astres. Il n'y a rien d'autre, hein, dans le ciel. Et d'ailleurs, quand il fait nuit, c'est la composante de l'atmosphère, l'autre composante de l'atmosphère qui est sa transparence qui prend le relais, hein. L'atmosphère, c'est quelque chose d'extrêmement transparent, hein. À 150 km, vous pouvez voir le Mont Blanc, hein, depuis Lyon, hein. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez bien le Mont Blanc, hein. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'atmosphère, c'est quelque chose de vraiment transparent. Donc, quand le Soleil n'éclaire plus l'atmosphère, eh bien, c'est la composante de l'atmosphère que vous voyez, et bah, vous voyez qu'elle est transparente, hein. Elle est transparente, donc vous voyez le ciel, vous voyez les étoiles, etc., etc. Donc, ce que Nofir ne comprend pas, c'est qu'il a oublié de rajouter quelque chose. Il a oublié de rajouter le fond de l'espace. Voilà. On se retrouve donc avec une lune, et encore, excusez-moi, mon découpage n'est pas hyper bien fait. Vous avez la lune, où on voit la partie éclairée par le soleil. Vous avez l'atmosphère qui est éclairée par les rayonnements du soleil et qui diffuse la lumière bleue. La partie qui n'est pas éclairée de la lune, cette partie-ci, eh bien, elle ne se détache pas sur le fond du ciel, puisqu'elle n'est pas devant l'atmosphère, elle n'est pas
elle n'est pas englobée dans l'atmosphère, elle ne se détache pas sur le fond du ciel. Elle ne se détache pas, sauf s'il y a la lumière cendrée. De toute façon, voir la Lune en plein jour, c'est quand même par rapport à ce Il y en qu'ils a un disent, qui dit c'est mais pas, on c'est une voit une aberration. tache sombre. Faut juste Oui. faire une photo exposée différemment. C'est Rocon qui dit ça. Qu'il le montre. On voit une tache sombre en plein jour. Différemment, mais différemment d'où En alors? plein jour. Ah, j'en ai des dizaines. Hein. On On devrait voit pas voir de la tache. face cachée. Il arrive un moment donné du hangout où Z nous parle de cette étrange lueur qui baigne la partie dans l'ombre de la Lune. Quand on regarde la Lune, il vous arrive des fois de voir la partie qui est éclairée, le croissant, et le reste de la Lune qui est visible. Alors, Z n'a pas été capable de le nommer, hein, ça s'appelle la lumière cendrée, c'est quelque chose qui est ultra connu, qui s'observe tous les mois, hein, donc bon, je pense que une fois de plus, ils n'ont pas écouté hein, quand on leur parlait. Et Z s'étonne que cette partie de la Lune soit sans relief. C'est-à-dire que contrairement au moment où on observe la Lune, vous voyez comme ici par exemple, là on observe du relief sur le terminateur. On voit qu'il y a des ombres et tout le bastringue, on voit les cratères et tout ça. Et donc Z s'étonne, encore une autre photo, Z s'étonne de ne pas voir justement de cratères ou quoi que ce soit sur cette partie de la Lune. Il dit que c'est un moule, ça pourrait être un moule, que il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas, quoi. Bon. Alors, Z, s'il avait été un petit peu malin, il aurait pu se rendre compte que cette lumière, cette configuration, la forme, cet aspect de la Lune sans relief, est grosso modo le même que l'on peut observer lorsque la Lune est pleine. Alors là, elle est quasiment pleine, enfin elle était pleine, c'était pendant une éclipse de Lune, hein, vous pouvez d'ailleurs voir, il y a les photos de la phase. Donc voilà, pendant une éclipse de Lune, vous vous rendez compte que désolé, oui, alors on voit des cratères parce qu'ils sont bien éclairés, ils sont éclairés par une lumière qui arrive de face, donc c'est les contrastes à la surface de la Lune qui nous permettent de voir que il y a des cratères, on voit les mers et tout ça, on arrive à voir quelques cratères, mais ça n'a rien à voir avec des photos de la Lune lorsqu'elle est éclairée de côté, quand elle est gibbeuse, quand elle est... c'est quoi ça? C'est encore une éclipse de Lune. Ça n'a strictement rien à voir avec la Lune lorsqu'elle est observée voilà, en phase de premier quartier, en croissant, etc., etc. Où là, on se rend compte que voilà, il y a du relief, on voit des détails qui ne sont pas apparents lorsque la Lune est pleine. C'est quelque chose qui est pourtant qui est assez simple, hein. C'est la lumière qui arrive de côté qui permet d'observer le relief, hein. C'est quelque chose en photographie qui est même la base. Si vous voulez faire de la photo de portrait, il est conseillé d'utiliser un réflecteur pour amener un peu de modelé sur le visage du sujet que vous photographiez. Parce que si vous utilisez un flash, vous allez lui écraser le visage. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun relief, ce sera un visage qui sera complètement plat, quoi. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Alors que quand la lumière arrive de côté, on voit un peu de relief, on voit du détail sur le visage des gens. Et c'est pareil, hein, pour la photo de paysage, c'est fortement conseillé de faire des photos au lever du jour ou au coucher du jour, parce que la lumière est déjà d'une un peu moins forte, et de deux, ça permet d'avoir des ombres qui vont modeler le paysage sur le relief, et qui vont apporter du relief, qui vont apporter du volume à votre photo. Voilà, en plein midi, vous ne faites pas une photo de paysage, ça va tout écraser, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Donc quand la Lune, elle est pleine, lorsque la Lune est pleine de cette manière, vous vous rendez bien compte que, il n'y a plus aucun relief, on voit plus rien. Ça, pour simplifier la chose, lorsque vous voyez la pleine Lune, vous avez le Soleil qui est derrière votre tête. Donc ça équivaudrait à avoir une énorme frontale sur le front et éclairer la Lune avec un gros projecteur qui partirait de votre front. Et donc vous ne voyez plus aucun relief, ça écrase les ombres, il n'y a plus de relief. C'est pour ça que lorsqu'il y a la lumière cendrée, on a cette impression. On a cette impression qu'il n'y a aucun relief à la surface de la Lune. Voilà. Alors, il n'y a aucun relief, pourquoi? Parce que la lumière qui éclaire cette partie-là de la Lune, pour la lumière cendrée, provient de la Terre. Elle provient de la Terre. Et oui, la lumière cendrée, c'est la lumière qui est réfléchie par la Terre. La Terre renvoie environ 30% de la lumière du Soleil qui la touche, parce qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire, et la Lune renvoie 7% de la lumière qui la touche. Donc, le Soleil éclaire la Terre renvoie 30% de la lumière du Soleil vers la Lune, et la Lune nous renvoie 7% de ces 30% au visage.
Donc c'est pour ça que c'est très peu lumineux, c'est pour ça qu'on la voit à peine, et c'est pour ça qu'on a très peu de relief, hein. Quand on observe quasiment pas de détails à la surface de la Lune quand elle est en lumière cendrée. Et Z remarque, très intelligemment d'ailleurs, que la lumière cendrée va varier au fur et à mesure de l'évolution de l'angle de la Lune. Enfin, si on était un peu plus tatillon, on dirait que c'est la face de la Lune, mais bon, Z ne sait pas trop de quoi il parle, donc il parle d'angle. Ok, d'accord. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a deux paramètres qui rentrent en compte. Il y a le paramètre, il fait que plus la Lune va être pleine, plus la lumière qui va être renvoyée par la Lune va nous éblouir et nous empêcher de voir l'autre partie. Mais il y a aussi un autre phénomène, on va dire un peu plus logique. On revient avec notre système Terre-Lune. Et lorsque la Lune est nouvelle, donc elle ne renvoie aucune lumière. Enfin, la Terre renvoie de la lumière à la surface de la Lune, mais étant donné que la Lune se trouve au même endroit quasiment que le Soleil, la nouvelle Lune, vous ne la voyez pas. C'est clair. Voilà. Par contre, lorsque la Lune, donc voilà, en phase de pleine Lune, la Terre renvoie la lumière qui la touche, toute la face visible éclairée de la Terre renvoie ces lumières en direction de la Lune. Alors ça ne renvoie pas que vers la Lune, ça renvoie dans toutes les directions, mais la Lune n'est éclairée que par cette partie de la Terre, on est d'accord. Il y a uniquement cette partie de la Terre qui va éclairer la Lune. Voilà. La Lune va tourner autour de la Terre, et vous voyez que la partie qui était de la Terre qui est éclairée par le Soleil, qui va renvoyer de la lumière en direction de la Lune, diminue. C'est moins large. Par contre, la Lune commence à apparaître. Elle apparaît en croissant. C'est ce qu'on observe ici. Voilà. Ensuite, la partie de la Terre qui est éclairée par le Soleil, qui réfléchit sa lumière en direction de la Lune, diminue encore. Donc il y a moins de lumière qui arrive vers la Lune. Quand la Lune est gibbeuse, il n'y reste plus que cette partie de la Terre qui est apte à renvoyer la lumière du Soleil en direction de la Lune. La Lune est gibbeuse, donc il n'y a plus que cette partie qui est théoriquement qui peut être visible, la partie qui est dans l'ombre, hein, qui peut être visible en augmentant la sensibilité de nos appareils photo. Et enfin, pour la pleine Lune, désolé, c'est toujours hors champ, pour la pleine Lune, il n'y a aucune lumière qui est réfléchie par la Terre qui ne va toucher la Lune. Et puis de toute manière, la Lune est éclairée par le Soleil. La partie visible, la partie éclairée par le Soleil éclaire la Terre, enfin est visible de la Terre. Voilà. Donc on remet tout dans l'ordre. Et voilà. Vous vous rendez compte que plus la Lune va aller vers la pleine Lune, moins de lumière réfléchie par la Terre va toucher la Lune. Donc ça va diminuer l'effet Lune cendrée. C'est de la géométrie de base. Je veux dire, c'est un truc, ça devrait faire tilt dans votre tête. Si vous n'êtes pas capable de piger ça, laissez tomber l'astronomie. Mettez-vous au macramé, au billard, amusez-vous avec vos potes à jouer à la pétanque et tout. Vous allez peut-être jouer avec des sphères. Ou, non, vous n'avez pas les bretons, c'est des disques. Ce sera plus simple parce que la pétanque, c'est des sphères, donc c'est pas terrible. Le palais breton, le palais vendéen, c'est pas mal. Donc voilà, non, mais je comprends pas que vous ne pigiez pas ça. Je ne comprends pas que Nofir ne pige pas ça. Je ne comprends pas que Zen ne pige pas ça. C'est pourtant un truc qui est ultra connu. C'est quelque chose qui est, je veux dire, c'est la base quand on commence à regarder le ciel. C'est ce qu'on commence à apprendre. La lumière cendrée, pourquoi on voit la lune à ce moment-là, etc., etc. Alors j'espère qu'on a réussi un petit peu à. Alors j'espère que j'ai réussi un peu à vous faire comprendre que l'atmosphère, par sa composante qu'elle diffuse la lumière bleue, forme un voile atmosphérique entre la Lune, l'espace qui est derrière, l'ombre de la Lune, et puis le paysage lointain. Et cet effet, cette brume atmosphérique, il y a moyen de la faire disparaître. D'ailleurs, je vais vous montrer l'effet de cette brume atmosphérique sur les paysages lointains, les photos, etc. Et comment on peut le contrecarrer avec Photoshop, par exemple. Donc ça, c'est des photos brutes, hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc photo de la Lune et photo d'un avion pris dans le ciel. Cette partie-là de l'avion, là où c'est écrit Angola, je sais, la livrée de l'avion, cette partie-là est en noir. Alors comment on peut faire pour que cette partie-là redevienne noire et ne soit plus bleu foncé, voilà. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un outil qui s'appelle le point noir, qui se trouve dans les niveaux, donc c'est sous forme de pipette, qui permet d'indiquer à l'ordinateur que toutes les pixels qui auront grosso merdo cette teinte-là vont être noirs.
Donc il suffit d'appliquer ce traitement et de cliquer sur une partie qui est noire de la photo pour que elle apparaisse vraiment noire. Parce que naturellement elle est noire. Voilà. Donc là c'est un peu sombre, c'est pas grave. On fait exactement pareil avec le point blanc. Voilà. Et on fait exactement pareil avec la partie, on appelle ça le point gris. Et voilà. Et on se retrouve avec un avion de la couleur tel qu'il est réellement quand on l'observe et qu'on est juste à côté de lui, qu'il n'y a pas une épaisseur de... Là, il y avait 8 km d'atmosphère qui me séparait de lui. C'est comme si j'avais gommé ces 8 km d'atmosphère, ces 8 km de diffusion de la lumière. Voilà. Et ça, on peut le répéter à l'infini. On peut le faire avec un paysage. Alors là, j'ai fait une sélection de cette partie du paysage de manière à vous montrer un peu l'effet. Voilà. On va refaire exactement pareil avec les niveaux. La pipette, on va aller chercher une partie d'ombre qui est vraiment sombre, bien que l'ombre ne soit jamais complètement noire. Hein. Donc là, ça va sous-exposer la photo, on va devoir un peu la réexposer. Voilà. On va faire le point blanc pareil, bien que la plage ne soit pas blanche, elle soit plutôt jaune, mais bon, on va choisir un petit truc qui semble à peu près blanc. Voilà. Et puis le point gris, ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. Non, pas besoin. Voilà. Hop, on dézoome. Et on se rend compte que on a dégagé toute la composante de l'atmosphère qui va ruiner votre photo. Vous voyez que maintenant la végétation elle est redevenue verte, la roche est devenue grise, le ciel est toujours bleu, hein. On voit des traces d'orangé, etc., etc. On va peut-être un peu augmenter la luminosité, réglage luminosité contraste. On augmente un peu la luminosité histoire que ça claque un peu. Voilà. Et vous pouvez vous rendre compte qu'on a dégagé tout le voile atmosphérique de la photo. On a dégagé l'effet. Et le dernier coup, eh ben, on va faire exactement pareil avec la Lune. Donc on a vu qu'en dégageant le voile atmosphérique de l'avion sur cette partie-là, le ciel devenait presque noir. Donc on va faire exactement pareil avec la Lune. On va se dire que, vu qu'en pleine nuit le ciel est noir, on va dégager la composante de l'atmosphère qui est bleue. Voilà, donc on fait exactement pareil. Image, réglage, niveau. C'est la base de la photographie, ça, du traitement photo. Point noir, et voilà. Et là, on se retrouve avec la Lune telle qu'elle nous apparaît en pleine nuit. De jour, de nuit, de jour, de nuit. Donc on a dégagé 100 km, l'effet de 100 km d'atmosphère. Bon, on va terminer là-dessus. Nofir dit que Z m'a écrasé sur ses photos. Alors non, je suis désolé, Z ne m'a absolument pas écrasé hein, sur quoi que ce soit. On a prouvé que Z avait trafiqué ses photos. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait du vignettage. Hein. Le vignettage de sa lune, voilà la photo de sa lune. Voilà comment on fait du vignettage. Développement. Et là, j'utilise pas les filtres à la Tata Ginette, à la con que Nofir il n'a pas su. Hein. Le vignettage après recadrage. Hop. Voilà ce que c'est que du vignettage. Vous pouvez, non, on va pas jouer sur l'arrondi, les contours progressifs, voilà. Et vous vous rendez compte que c'est, grosso merdo, ce qui apparaît sur la photo de Nofir. Hein, voilà. Donc, ouais, Nofir avait utilisé du vignettage et se servait de cet effet pour nous dire, alors, hein, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? C'est quand même étrange, patati patata. C'est clairement montré dans mes vidéos. Hein. Donc, n'est pas à me casser les couilles avec ça, hein, Z et Nofir. Et puis alors, ces deux mecs, ils se sont dit, ouais, bah, on va aller chercher sur Internet les photos de Fred Aves et puis on va voir si ces photos, elles sont pas trafiquées. Bon, alors, j'ai vu qu'il avait été voir, il avait trouvé une photo de siffleur à ventre roux. Donc voilà mes photos de siffleur à ventre roux. Et je crois que c'est cette photo. Voilà. Donc, cette photo a été faite au D3S. Regardez la taille qu'elle fait. Elle fait 4256 pixels sur 2832 pixels. C'est une photo au format NEF. C'est le format natif de Nikon. Donc c'est du format brut, hein, RAW. Voilà, donc la photo, la voici. Voilà. Vous pouvez zoomer dessus. Voilà. Ce que Nofir a récupéré sur Internet, c'est une photo en JPEG
qui a été redimensionné en 1200 pixels par 900 pixels, je crois, et en 92 dpi. Donc la photo a été compressée, redimensionnée, hein, de manière à ce qu'elle ne pèse pas une blinde. Parce qu'une photo au format natif, au format nef, je suis désolé, hein, ça pèse super lourd. Donc vouloir trouver des aberrations, des traces de compression sur une photo JPEG récupérée sur Internet, je trouve que c'est aussi con que de chercher de la neige avec une loupe sur le Mont Blanc. Faut vraiment être bête, hein, je suis désolé. Et c'est vraiment, d'un côté, là, ça m'étonne même plus du tout que vous ayez rien bité à la manière d'utiliser vos filtres. Quand vous dites que vous utilisez vos filtres pour faire voir l'invisible, mais non les mecs, mais non, non. Si vous voulez faire voir l'invisible, il faut multiplier les poses, il faut empiler les poses les unes sur les autres pour pouvoir faire apparaître des choses qui ne sont pas visibles au premier abord, qui vont finir par apparaître par superposition. C'est pas en utilisant une pauvre photo JPEG tirée de son P900, une photo une seule pose, qui a été en plus compressée au format JPEG, que vous allez faire voir l'invisible. C'est mort les mecs, c'est mort. C'est mort. Et c'est pas pour rien quand vous dites ouais mais sur AstroSurf et tout ça c'est des fausses photos, c'est des photos qui sont faites pour être belles. Non, les mecs sur AstroSurf ils montrent l'invisible justement. Regardez, on va aller chercher une photo. Je vais vous montrer une photo de nébuleuse, mes photos de nébuleuse que je fais en une seule pose. Alors ciel nuit, voilà, des photos du ciel de nuit. Alors voilà. Ça, c'est la nébuleuse d'Orion, en une seule pose. Si jamais je joue sur les effets, la luminosité et tout ça pour essayer de faire sortir ce qui est invisible, ben, on va peut-être un peu y arriver. Ouais, on arrive à des trucs, tu vois, ça commence un peu à sortir. Mais quand on augmente ou qu'on joue un peu à n'importe quoi, eh ben on finit par cramer la photo. Et en plus, bon, il y a du grain, quoi. Je suis désolé, hein. Ça, voilà. Et c'est fait avec un bon appareil, hein, les mecs. Donc, quand les photographes, les astrophotographes font des tas de poses et les superposent, eh bien, c'est justement parce qu'il y a des photons qui ont tapé le capteur à certains endroits et d'autres à pas d'autres endroits. Ils vont superposer toutes les poses et ça va permettre de rendre les choses visibles. Donc, hein, voilà cette photo. On va faire avec, par exemple, j'ai une photo de la grande galaxie d'Andromède en une seule pose. Vous allez voir que c'est absolument ridicule. Voilà, en une seule pose, la tronche de la grande galaxie d'Andromède. Allez, c'est pas folichon, hein. On voit M31, je crois, ou M33, et puis une de ces petites galaxies satellites. C'est tout ce que j'arrive à obtenir. Donc si les astrophotographes ils font des tas de photos et qui superposent, c'est justement pour empiler toutes ces photos, et par addition de la luminosité de tous les pixels qui ont été capturés pose après pose, et ben ça finit par permettre de voir l'invisible, hein, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc c'est pas en utilisant vos filtres à la con, Z et Nofir, que vous allez nous bluffer et nous faire croire que vous révélez l'invisible. Hein. Faut pas rêver, faut pas fantasmer. Hein. Sinon, tous les astrophotographes, ils auraient simplement des P900. Hein. Ils se feraient pas chier avec du matos qui coûte une blinde. Donc on se rend compte que la bande de la biplate, hein, c'est une fois de plus beaucoup d'enfumage, beaucoup de mensonges, beaucoup de racontards, etc. etc. Très peu de compréhension. Les mensonges, eh bien voilà, hein, on a en mémoire l'épisode de Z qui avait récupéré des extraits d'un hangout pour faire dire à certains que c'était des terroristes. La délation, eh bien Z avait bien balancé sur A1NKey, s'était pas privé de balancer des trucs sur moi. La menace, quand Nofir était venu me menacer par message privé pour me dire que si je la fermais pas, il allait dire des trucs à mon sujet, hein, c'était vraiment très classe. Puis bon, une bêtise crasse, hein. Je veux dire, quand je sais pas, c'est Planétarien ou je sais plus qui là qui dit que il comprend pas. Apparemment, il n'y a pas de tsunami avant dans les temps anciens, mais putain, les mecs. Vidéo encore faite à l'arrache parce que demain je pars au Kenya, donc j'ai pas vraiment le temps de faire ça correctement. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt, un peu plus savant et un peu moins croyant, bien évidemment. Et puis, tenez, je vais essayer de faire un hangout. Pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, directement depuis le pied du mont Kenya. Alors, ça dépendra
de la qualité de ma connexion Internet. Si j'ai une connexion qui est potable, ben voilà, j'essaierai de vous faire un petit hangout depuis le Mont Kenya et puis d'essayer de filmer le paysage qui m'entoure. Voilà. Et puis à ce moment-là, bah, vous pourrez me poser des questions, etc. Sur, sur tout et n'importe quoi. Et j'y répondrai si j'en suis capable. Voilà. Allez, à la prochaine.